Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Comment fait-on pour aller à la rencontre de soi-même et pour enfin se ressembler? C'est une question qui nous concerne tous à un moment donné ou un autre de notre vie, à l'adolescence par exemple ou plus tard. Mais quand on est dans un corps qui n'est pas le sien, la souffrance aiguë devient un combat plus qu'existentiel. Quand on est transgenre, se reconnaître, être vraiment soi, devient une question de survie. Regardez ce reportage de Johan Bechler. On discute de transidentité juste après. Salut, c'est Léo, on est le 10 septembre 2018 et je viens de faire ma première injection de testostérone. Salut, c'est Léo et ça fait 15 jours que je suis hormonée aujourd'hui. Salut, c'est Léo. Alors hier ça faisait 11 mois que j'étais sauté, aujourd'hui ça fait 6 mois que j'ai fait ma mamec. Et je suis très heureux, voilà. Ouais, c'est Léo, aujourd'hui on est le... Ouais, je me souviens, la première injection, c'était quelque chose de très important pour moi. Et aussi quand j'ai fait ma mammectomie, c'était aussi quelque chose de très important. C'était 2 étapes très importantes dans ma transition pour moi. Et ouais, c'est des choses qui m'ont vraiment rendu heureux et que je voyais encore plus l'évolution. Mais ouais, la première fois qu'on se fait piquer, ouais, c'est super cool. On se dit que enfin ça va changer et que on va pouvoir être bien même si ça prend du temps. Je sentais qu'avec la puberté, etc., il y avait quelque chose qui allait pas forcément, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus ou qu'est-ce qui me dérangeait entre guillemets. Enfin, pour moi, c'était juste ok, ben, c'est peut-être juste la puberté, c'est comme ça arrive à tout le monde qu'on se sente pas forcément bien avec son corps. Enfin, je cherchais pas plus loin. C'est plutôt dans ma bulle à chercher les choses. Déjà que je suis une personne assez renfermée, du coup. Je parlais pas de ce sujet-là. Et aussi, on n'en parlait pas forcément avec les copains. Je t'ai vu tracer le long du paysage. Elio a commencé les démarches pour sa transition il y a 2 ans, après une longue quête. Désormais, il partage sa vie avec son ami Noah. Vu qu'on réfléchit tout le temps sur notre genre, il y a toujours un truc dans la tête qui dit pourquoi, enfin toujours se poser des questions et être en ébullition permanente dans sa tête. Donc c'est fatigant. En tout cas, moi je voulais absolument savoir le pourquoi du comment, pourquoi je me sentais mal en moi-même en tout cas. Une transition, c'est un combat au quotidien avec soi-même et avec la société surtout. C'est ma maman qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a demandé ce que je ressentais, si je voulais aller de l'avant. Et du coup, ça m'a donné un coup de pouce ça m'a donné une validation, entre guillemets, et qui m'a permis d'entreprendre les démarches pour aller voir le psy. J'étais dans l'inconnu auparavant, des trans, non-binaires, binaires. Ouais, c'est pour moi encore un peu compliqué à comprendre. Déjà, c'était notre premier enfant, donc c'était vraiment un bonheur. Enfin, c'était vraiment... voilà, elle était fille. On a vécu avec elle en tant que fille. À l'école, c'est vrai elle était très solitaire. Très solitaire. Vous voyez, j'arrive même maintenant... À l'époque, c'est vrai que quand c'était le passé, je disais toujours elle. Mais là, de plus en plus, c'est plus difficile, donc c'est aussi il. donc voilà, ouais. Mais c'était une petite fille très adorable. Enfin, il est toujours très adorable. Donc... Non, mais c'est vrai, c'était une joie de vivre, etc. Enfin, juste au jour où, voilà, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans son corps et là, tout est chamboulé intérieurement, j'imagine. Ouais. Quand on s'aperçoit de tout du passé, de tout ce mal-être, ouais, ça fait des fois mal. Ouais. De se dire, on aurait pu peut-être agir différemment pour qu'il n'y ait pas eu, pour pas que cette souffrance soit trop intense. Et ouais, pour Elio, c'était aussi assez difficile de cette non-compréhension de ses parents, peut-être. She's a little shy, sure, but she's here, not clear, reads a lot of Germaine Greer, and when I am having a dark night of the soul sweaty, she's feeling extra... Elle a décidé de se faire opérer, d'avoir une mastectomie à Lyon. Et pour moi, je ne concevais pas de ne pas être là avec lui. Enfin, c'était vrai pour moi une renaissance, comme si c'est moi qui réaccouchais d'un garçon, quoi. C'était vraiment ça, quoi. C'était comme si je retrouvais un nouvel enfant, en fait.
mais un enfant qui allait être bien dans sa peau et qui allait revivre, quoi. Et son sourire à la photo, quand il a pu se lever le soir, il a fait une photo avec son bandage et un sourire, qui voulait tout dire en fait. Voilà, je revis, je vais vivre ma vie et pas celle qu'on m'a inculquée à la naissance. Et voilà, c'est vraiment vivre, être heureux, enfin. À bientôt. À bientôt. C'est toujours difficile de poser la question si on dit ou pas qu'on est une personne trans, ou parce que souvent ça va changer la perception et des fois vaut mieux pas le dire tout simplement. Du coup, ça c'est la première carte. Tu veux la retourner? La sagesse. Du coup, la sagesse, c'est l'introspection. Après moi des fois j'ai l'impression de cacher un truc sur moi-même quand j'ai envie d'être totalement honnête et ouais, j'aime pas trop, j'aimerais pouvoir le dire juste simplement je suis une personne trans ou quoi et ça va strictement rien changer, enfin c'est tout. Et ça c'est le truc assez difficile de pas savoir si on doit le dire et toutes les conséquences qui vont suivre derrière. Dans la permanence de santé Checkpoint à Lausanne, Yannick Fornet conseille et soutient des personnes trans depuis 6 ans. Les démarches administratives, psychologiques ou médicales pour une transition peuvent s'avérer difficiles et longues. Je pense qu'une chose qui fait peur et qui peut déranger dans la transidentité, dans l'idée de transitionner, c'est que la société voit encore ce sujet comme quelque chose potentiellement qu'il faut cacher. On essaye de lui faire une place, mais elle reste encore vue de manière assez mitigée par la population. Je pense qu'elle remet en question aussi beaucoup de fondements de la société, masculin, féminin, une binarité quand même très présente. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une société où le fait qu'une personne, par exemple, qu'on va croiser dans la rue, qu'on n'arrive pas à clairement identifier comme homme ou femme, qu'est-ce qui fait que ça nous trouble, voire que ça peut nous créer des réactions négatives, voire de violence dans certains cas, malheureusement. Je pense qu'il faut aller interroger ça. Et je pense que ça vient parler de notre façon de fonctionner ensemble, de fonctionner avec ce qui n'est pas comme nous. Il faut un peu changer de paradigme, il faut accepter de faire autrement que ce qu'on a l'habitude. Et pour un certain nombre de personnes, et dans certains cas, c'est difficile de faire ce pas, je pense. Ça fait peur. J'avais une géométrie masculine et je me sens femme. Et effectivement, c'était très important pour moi de pouvoir modifier cette enveloppe pour avoir un aspect féminin, pour correspondre à ce que j'ai au fond de mon cœur et de mon âme. Daphné a vécu 40 ans en tant qu'homme. Le choix et la décision pour une transition a engendré de nombreuses complications. Aujourd'hui, je recommence justement à me reposer dans ma vie où j'ai un foyer avec des colocataires qui sont juste extraordinaires. Et c'est déjà une forme de nouvelle famille. Mais ouais, le prix à payer entre deux était très très cher. Tu as envie d'aller voir tes pères ce soir? Mais c'est pas possible. Non. Après avoir démarré la transition, il y a eu séparation. J'ai 2 enfants qui sont grands maintenant. Le premier, ça se passe bien. Par contre, c'est vrai que le deuxième, pour lui, c'est une très grosse difficulté et aujourd'hui, il ne me parle plus, tout simplement. C'est vrai que j'avais plus du tout de stabilité, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc voilà, pas de foyer, pas d'emploi. Quelques personnes aussi, malgré tout, qui tournent le dos, mais de manière assez naturelle, on va dire. Mais pas tant que ça au final. En tant que personne trans, vivre sa vie comme avant, quelque part, c'est très difficile. La transphobie, moi, je la vis par, en fait, le regard des gens. Quand je marche dans la rue, on me regarde bizarrement. Je vois des regards qui se détournent ou qui sont plutôt insistants. Je vois les gens après qui discutent entre eux. Et c'est même mal à l'aise. C'est même mal à l'aise parce que finalement, il y a le côté bête de foire. Et ça, c'est vraiment très difficile. Comment tu vas, Daphné, alors dans quelques années? Une Daphné épanouie, heureuse, fière de qui elle est et de ce qu'elle est devenue. Parce qu'effectivement, le parcours, il est difficile, mais au final,
ça va nous apporter quelque chose de fort au fond de nous. Du coup, il y a un combat, et le combat, c'est de faire évoluer tout le monde. Bonjour Lynn Berthelet. Bonjour Lynn. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez longtemps été directrice adjointe d'une grande banque de la place Genevoise. Vous êtes la première femme genevoise transgenre à avoir changé d'identité avant d'avoir été opérée. Et vous êtes aussi une militante de la cause transgenre au sein de la fondation Épicène que vous avez cofondée. Alors avant qu'on entre plus avant dans la discussion, j'aimerais avoir votre sentiment après avoir visionné ce reportage, ce documentaire. Écoutez, bon, c'est résumé de façon assez courte, un chemin qui est difficile, compliqué. Quel que soit l'âge auquel on fait ce parcours, on a des difficultés. Et comme le dit l'introduction, hein, aller à la rencontre de soi, c'est vital. Et c'est nécessaire, vital, mais pour les personnes transgenres, c'est compliqué et ça se fait dans la souffrance, même si à la fin, comme le dit très bien Daphné, il y a la lumière au bout du tunnel. On va en parler. Alors, les deux des témoins du documentaire, Elio et Daphné, figurent dans ce livre, dans votre livre, oui. Lynn Berthelet, Trans avec un astérix, paru chez Tilschap Édition. On va parler de ce livre tout à l'heure, mais d'abord, j'accueille Caroline Dayer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences sociales et experte en prévention des violences et des discriminations. Et je vais présenter deux de vos livres. Le premier, Sous les pavés, le genre, et le deuxième, Le pouvoir de l'injure, tous les deux parus aux éditions de l'Aube. Alors avec vous, Caroline Dayer, on va commencer par une définition. Je crois qu'il faut poser un peu les mots. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de transidentité ? Effectivement, je pense que la première chose à faire, c'est de se demander de quoi on parle. Et quand on parle donc de personnes trans, on est vraiment sur l'identité de genre. Et l'identité de genre, elle concerne tout le monde. C'est-à-dire, c'est la manière dont on se sent. Et pour bien comprendre les enjeux, qui sont d'ailleurs bien décrits dans les témoignages, c'est de voir que chaque personne, elle est assignée à un sexe à la naissance. Et si moi, je me sens en adéquation avec ce sexe-là, je vais plutôt m'auto-définir comme une personne cisgenre. Cis, ça s'écrit C-I-S, c'est un préfixe qui veut dire du même côté. Alors que justement, si je ne me sens pas du tout ou pas totalement en adéquation avec ce sexe assigné à la naissance, je vais plutôt m'auto-définir comme une personne trans. Et comme trans, ça veut dire à travers ou de côté, c'est vraiment pour signifier que justement, c'est pas en adéquation avec cette assignation. Alors, il y a aussi un mot que vous avez utilisé, le mot sexe. Au fond, la transidentité n'a rien à voir avec la préférence sexuelle. Il ne faut pas confondre. Alors, effectivement, comme je le disais, on a un sexe qui nous est assigné à la naissance, on est sur sexe, on a notre identité de genre, notre sentiment profond, et ce n'est pas du tout la même chose que l'orientation affective et sexuelle, c'est-à-dire par qui on va être attiré sexuellement et ou émotionnellement. Lynn Berthelet, on a l'air un peu bébête comme ça de définir les mots, mais les mots ont leur importance parce que, juste pour préciser, il a fallu attendre 2019 pour que l'OMS reconnaisse la transidentité pas comme une maladie mentale. C'est juste, donc dans la classification des maladies numéro 10, la CIM-10, effectivement, la transidentité, c'est un trouble de l'ordre mental, mental disorder en anglais. Ça vient de la classification du DSM-5, de l'American Psychiatric Association. Et en 2019, l'OMS a reclassifié la dysphorie de genre dans la CIM-11, que l'on espère voir mise en œuvre en Suisse en 2022, si tout va bien, dans les troubles liés à la santé sexuelle, ce qui est, à mon avis, aussi faux, puisque justement, on vient de dire que la sexualité et l'identité de genre sont deux choses totalement séparées, mais au moins, ça aura plus ce côté stigmatisant de « Ah, mais les personnes transgenres, c'est des fous et des folles ». Et puis, ils ont besoin du psychiatre, avec tout ce que ça, malheureusement, véhicule encore de négatif. Parce que ça a été longtemps le cas. Vous avez le sentiment qu'on a assimilé? Oui, bien sûr. Les grandes folles, les camionneuses, oui, bien sûr. Et encore maintenant. Moi, je peux le dire. Il y a une personne avec qui je faisais beaucoup de plongée. Quand je lui ai dit que j'allais faire une transition, elle m'a dit « Tu seras toujours qu'une grande folle de la cage aux folles ».
en référence au film La cage aux folles. Hein. Donc, non, malheureusement, ça existe encore beaucoup, cette projection imaginaire. Ce qui a malheureusement fait aussi que parfois, les T dans la communauté LGBT avaient de la peine à trouver leur place parce que les hommes gays disaient « mais moi, je ne suis pas une folle, donc je ne veux pas être comparé aux trans ». Et puis, des femmes homosexuelles disaient « non, mais nous, on est des femmes, on n'est pas des trans, donc on ne veut pas se mélanger ». Donc, ça a disparu. En tout cas, c'est en train de bien disparaître. Mais il y a 20 ans, et dans les émeutes de Stonewall, on oublie que c'est venu d'une personne trans noire qui, après, s'est fait marginaliser par la communauté parce qu'elle était trans. Et non, c'est très, très bien cette sortie de la classification de la maladie mentale parce que c'est pas qu'on sera plus malade au sens qu'on a besoin de soins hein, quand même. On prend souvent des hormones, parfois on fait des chirurgies, donc on a besoin du soutien de la médecine. Mais au moins c'est plus stigmatisant. C'est plus stigmatisant. Finalement, on a une souffrance et puis on a besoin de soutien pour évacuer cette souffrance comme n'importe quelle autre personne. Quoi. Caroline Dayer, l'idée de combat, elle est très prégnante. Elle reste assez forte. On l'a entendu dans le témoignage, notamment Elio qui dit c'est un combat incessant avec moi-même, mais aussi avec la société. Il y a cette idée aussi d'être seul, peut-être face à la hiérarchie de la société, à l'organisation de la société. Oui, totalement. Et pour faire justement suite à la discussion, on voit bien que le problème ou la souffrance, ce n'est pas d'être trans. Le problème, c'est la transphobie. Et c'est absolument cet élément-là qu'il faut garder en ligne de compte parce que le combat, il se fait du coup envers soi-même quand les personnes, elles vont intérioriser les messages stigmatisants et dévalorisants. Donc le combat, il est envers soi-même et envers les autres qui peuvent être dans le rejet. Et les autres, et là, ça peut être la famille, le cercle amical, ou de manière générale, des fois les gens disent la société elle-même. Donc cette idée, effectivement, pour revenir à ce fait de casser la pathologisation de ces personnes, vraiment ces personnes ne sont pas des malades, le problème c'est bien les violences qu'elles vont encourir. Et j'irai plus loin, c'est pas seulement les violences, c'est le silence. Parce qu'on voit dans les reportages que les personnes n'ont pas des mots pour se nommer, d'une part, et pas pour se nommer de manière valorisante d'autre part. Donc, pour briser et les violences et le silence, c'est un combat. Lynn Berthelet, au fond, est-ce qu'on peut dire que cette question de la transidentité, on dirait que ça remet presque en question les fondements même de la société, comme si ça incluait ou ça lançait une sorte de trouble et qui posait problème à beaucoup de gens. Comment on explique ça? Comment est-ce qu'on peut définir et comprendre ça? Alors, je pense que vous avez parfaitement raison que ça déstabilise beaucoup les gens. Parce que je pense que, contrairement à ce que vous avez dit à l'introduction, il y a beaucoup de gens qui ne font pas le chemin vers qui ils sont. Ils ne se posent jamais la question. Et c'est déstabilisant de tout d'un coup se rendre compte qu'il y a des gens qui ont la nécessité de faire ce chemin. Et forcément, c'est quelque chose qui n'est pas dans la norme. Et comme le disait Caroline, c'est tellement vrai, la souffrance, elle vient du regard des autres. Hein, elle vient des injonctions que l'on reçoit ou que parfois on s'auto-inflige parce qu'on croit qu'elles sont là. Parce qu'on veut se conformer, on veut faire plaisir à ses parents, on veut faire plaisir à son époux, à son épouse, on veut faire plaisir à sa famille, à son employeur. Et on s'inflige pendant des années de vivre des choses que l'on ne comprend pas. Enfin, vous avez transitionné assez tard. Oui, à 54 ans, j'ai commencé vraiment à me dire je ne vais pas survivre si je n'adresse pas pourquoi je suis mal à ce point-là. Et ces injonctions, elles ont fait... Moi, j'étais allé voir une psychiatre, puisque SIM10, etc., DSM-5, j'étais allé voir une psychiatre en 94 qui m'avait dit « Mais si vous n'êtes pas homosexuel, vous n'êtes pas transsexuel », c'est ce qu'on disait à l'époque. Hein. Et donc j'en ai repris pour 20 ans, où j'ai essayé de lutter comme un drogué qui devait se débarrasser de son addiction. Et je me suis infligé cette obligation de correspondre. Je dis que j'ai délivré une prestation d'homme, assez bonne, je crois, puisque ça m'a permis de me marier, voilà, tout en sachant au fond de moi que
il y avait quelque chose qui allait pas bien, mais je pouvais pas mettre des mots, je pouvais pas. Et puis je me disais que, comme notamment cette psy m'avait dit, je me disais que c'était moi qui avais un problème. Et donc je me punissais de ne pas réussir à résoudre ce problème. Caroline Daillard, dans cette partition binaire de la société, quel est le rôle de la religion? Quel rôle ont joué les monothéismes, par exemple, en disant, eh bien, Dieu a créé l'homme et puis la femme? La première chose déjà qu'on peut voir, c'est que cette binarité, c'est une construction sociale. Ça, c'est vraiment la première chose à mettre en ligne de compte. Et on va voir que typiquement, les grands discours monothéistes vont bien sûr avoir tendance à renforcer cette binarité en l'essentialisant. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des essences par nature. Et là, les parcours de personnes trans sont absolument éclairants, puisque ça montre qu'effectivement, les personnes peuvent avoir un corps tel qu'il est et ne pas se sentir en adéquation. Donc, ce que je trouve très important sur cet aspect de la binarité, c'est que ce n'est pas sur le dos des personnes trans que, justement, on doit avancer. C'est parce que leurs existences même, dans leur diversité, il y a des personnes trans qui vont faire des opérations, d'autres pas, mais dans leur diversité, elles nous apprennent à chacun et chacune d'entre nous qu'en fait, s'il y avait moins de pression et de stéréotypes binaires, il y aurait beaucoup plus de personnes qui sont heureuses parce que ces stéréotypes-là sont nocifs autant pour les filles que les garçons, que pour les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces étiquettes. Lynn Berthollet, une transition, comme vous l'avez vécue, on n'est pas seul à la vivre. Il y a aussi les proches. Dans le reportage, on a entendu Marjorie, la maman d'Elio, qui parle avec des sentiments très profonds, de manière très belle, de son trouble, de la manière dont elle a accompagné son fils vers ce qu'il était. Vous le comprenez, ce trouble-là? Oui, je le comprends bien, mais peut-être que je ne l'ai pas si bien compris qu'aujourd'hui, quand moi-même j'ai fait le gros de ma transition. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on fait ce chemin, ça nous prend énormément d'énergie, ça nous remet totalement en question, et on est dans un parcours assez égocentrique et égocentré. Donc on a un peu tendance, puis nous on aimerait que ça aille vite, parce que du moment qu'on se dit maintenant je vais faire ce chemin, on aimerait s'endormir un soir, se réveiller le lendemain matin et que tout soit fait. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc nous on aimerait que ça aille vite, et nos proches qui découvrent en général ça, eux ils aimeraient que ça aille lentement. Bah oui. Ils doivent s'habituer. Ils doivent s'habituer et tout. Et ça, moi, je dis maintenant aux gens, n'oubliez pas que vous faites une transition, mais votre entourage aussi. Caroline Daillard, en parlant d'entourage, ce trouble-là, vous le comprenez aussi. Et qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être à des mamans, à des frères, des sœurs, des amis qui ont quelqu'un dans leur entourage qui a envie de transitionner ou qui sent cet impératif-là? Donc effectivement, si on revisite la manière dont on a été éduqué et socialisé, on nous a appris que justement le monde était binaire. Donc forcément, ça demande de le déconstruire. Et moi, avant de donner un message à l'entourage, je donne toujours un message aux personnes concernées. Tout ce temps de déconstruction, de compréhension et de s'identifier, il est très souvent solitaire. Donc la première chose que j'ai envie de dire à l'entourage, c'est compréhensible que vous soyez peut-être dans la surprise, mais n'oubliez pas tout le cheminement qui a dû être fait, la plupart du temps dans le silence. Donc j'ai envie de leur dire, typiquement aux parents, quand vous soutenez vos enfants, vraiment vous réduisez leur taux de suicide. Et là, vraiment, les recherches le montrent. Donc l'idée, c'est à la fois de dire, vous restez des adultes envers leurs enfants, donc accompagnez-les. Et le message que je donne à l'entourage, c'est la même chose que je fais en tant que chercheuse, c'est écouter les personnes concernées. Et écoutez-vous vous-même. Quand on est une maman ou quand on est un proche, un frère ou une sœur, on peut aussi soi-même être troublé et peut-être soi-même avoir envie de consulter. Ouais. Exactement, ce qui veut dire que le but, c'est effectivement que chaque personne puisse se dire où j'en suis, moi, avec ça. Parce que la pire des choses, c'est aussi de la transphobie, de dire « Ah, écoute, ok, j'entends, je comprends », mais d'en faire un gros déni et de refuser l'existence de la personne. Donc la transphobie, c'est pas que le rejet, les injures, ça peut aussi être des formes de déni. Donc si chaque personne a cette capacité de dire « Mais qu'est-ce que ça bouscule en moi ?» ou qu'est-ce que ça réconforte en moi, on peut vraiment nouer ce dialogue. Et c'est une question pour vous deux, mais une question très pratique. Si on est un jeune ou un plus âgé, qu'on a le devoir, qu'on sent cette
même pas, j'allais dire cette volonté, mais cet besoin impératif de transitionner, ou bien si on est une maman ou un papa de quelqu'un qui a ce besoin, à qui on peut s'adresser, où est-ce qu'on peut aller? Une question très pratique, Lynn Berthollet. Aux associations. À Genève, il y a 360. Pour les jeunes, il y a le refuge. Il y a Épicène pour tous les trans, quel que soit l'âge. Il y a un groupe au sein des HUG. Il y a une association à l'université. Donc, je pense qu'une personne, Google sera son ami, elle va l'aider assez rapidement à trouver. Et puis là, elle aura d'abord une oreille attentive, et puis les bonnes adresses, parce que malheureusement, le système médical suisse est catastrophique, il faut quand même dire, et j'assume, donc il est catastrophique. Et puis, il y a quelques personnes qui ont été se former, qui ont des compétences. Pourquoi il est catastrophique ? Parce qu'il n'y a aucune exigence de formation dans aucun domaine, ni dans la psychiatrie, ni dans la chirurgie, ni dans la médecine de premier cours, etc. Donc, il y a et comme il n'y a pas cette exigence de formation, il n'y a pas de formateurs non plus. Donc, ceux qui veulent se former, ils sont obligés d'aller à l'étranger. Et c'est une espèce de boule de neige, quoi. Voilà. Caroline, d'ailleurs, vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans notre pays ? Bah oui, parce qu'on pense toujours que la Suisse, elle est très avancée sur ces questions. Et puis, force est de constater que sur les questions de transphobie, il y a énormément de travail à faire, autant au niveau législatif qu'en termes de parcours médical et juridique. Donc là, la question que j'ai toujours envie de poser, justement, je dis aux gens, mais c'est quoi le problème ? Parce que si on revient au reportage, on voit ces personnes qui, à partir du moment où elles peuvent être elles-mêmes, il n'y a plus de problème. Donc, c'est aussi une manière de dire que quand, enfin, les personnes trans peuvent avoir justement les mêmes droits que les autres, moi, je dis toujours la même chose que sur le mariage civil pour tous et toutes. Ces droits-là, ça n'enlève rien à personne et ça fait énormément de bien à d'autres. Donc, on est aussi justement en train de voir que, justement, ces personnes trans, on ne peut pas être pour ou contre. Elles existent. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette égalité des droits aussi pour elles parce que leur parcours de vie... Vraiment, quand les personnes se disent « je suis trans », on voit déjà tout le chemin qu'il faut et les obstacles qui sont rencontrés. Et ce que je voulais aussi souligner par rapport à ça, c'est qu'on voit dans les reportages, à partir du moment où les personnes peuvent être elles-mêmes, ça donne de la force. Donc, ce n'est pas du tout un message fataliste ou négatif, mais il faut absolument en Suisse qu'il y ait plus, effectivement, d'accompagnement dès le plus jeune âge, jusqu'aussi dans tout un parcours de vie. Et c'est vrai que le tissu associatif, il est vraiment très présent sur ces questions. Et heureusement que ces compétences variées existent. Merci. Merci à vous deux. Il nous faut conclure, Lynn Berthollet. Quant à vous, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors sur nos réseaux sociaux.